hôpital psychiatrique d'Atascadero, Californie, 1969. Cela fait plus de 5 ans maintenant qu'Edmund Kemper y est enfermé. Celui qui a assassiné ses grands-parents à l'âge de 15 ans est maintenant âgé de 21 ans. Aucun incident n'a émaillé son séjour. Ed paraît tout à fait assagi. Le 30 juin 1969, les autorités décident de mettre Kemper en liberté surveillée. Mais les psychiatres ont détecté un vrai problème relationnel entre Edmund et sa mère. Les psychiatres de l'hôpital ont recommandé que les contacts avec sa mère soient limités. Ils n'ont pas préconisé qu'il n'y ait aucun contact, ils ont préconisé des contacts limités. Ils avaient détecté dans ses antécédents de vrais problèmes avec sa mère. 3 mois plus tard, la California News Authority, qui gère son cas, prend une décision qui va à l'encontre des psychiatres qui l'ont suivi. Elle le place chez sa mère, qui est revenue s'installer à Santa Cruz, en Californie, où elle travaille à l'université. L'erreur sera fatale. À cette époque, Kemper cumule les petits boulots. Dans le même temps, il commence à fréquenter un bar de Santa Cruz. C'est le repère des policiers de la ville qui viennent s'y détendre le soir autour d'un verre. À l'époque, Jim Conner est un de ceux-là. Il est alors un de ces policiers qui patrouillent en ville au volant de leur voiture pour assurer la sécurité des habitants. Beaucoup d'officiers de police et d'adjoints connaissaient Ed à cette époque. Et lui savait qu'on venait ici prendre une bière après le travail. Il se joignait à nous de temps en temps. Kemper est donc devenu un intime des policiers de la ville. C'est à ce moment-là qu'il va rôder son mode opératoire avant de basculer irrésistiblement dans l'horreur. Sa cible, les étudiantes qui font de l'autostop. Pourquoi ? Parce que ma mère travaillait à l'université. Ma mère et ces jeunes femmes de la middle class étaient à l'université et moi, j'étais comme mon père. Je n'étais pas à la hauteur de ces jeunes femmes. Elles étaient trop bien pour moi. Je me sentais rejeté. Elles représentaient tout ce que je voulais détruire. Comme tous les tueurs en série, Kemper va d'abord imaginer et rôder son mode opératoire. Pendant 3 ans, il va le mettre au point et prendre près de 300 autostoppeuses à bord de sa voiture entre Santa Cruz et San Francisco. J'avais mis au point un jeu. Je roulais et je prenais des gens qui faisaient de l'autostop. J'ai constaté que certaines personnes ne voulaient pas monter dans ma voiture parce que un jeune homme seul au volant, c'est pas très rassurant. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Et j'ai voulu voir si je pouvais changer ça. Faire monter les personnes qui ne voulaient pas et les emmener où elles voulaient. Parce que je savais que je ne leur ferais rien. Alors j'ai réfléchi. En fait, tout dépend de l'image que vous donnez. Si vous êtes surexcité, oh génial, des autostoppeuses là-bas, dans ce cas-là, évidemment, personne ne montera dans votre voiture. En revanche, si vous regardez votre montre avec un air pressé, je n'ai pas de temps à perdre, vous regardez dans votre rétroviseur, vous vous arrêtez, ce type est un businessman, aucun risque, on peut monter. J'ai donc joué à ce petit jeu et elles sont montées dans ma voiture. Mais à ce moment-là, j'imaginais pas du tout tuer des gens. C'est plus tard, quand j'ai commencé à tuer des gens, que je me suis servi de cette technique. Un jour de mai 1972, le 7 mai précisément, Kemper passe à l'acte. Ce jour-là, 2 étudiantes de 18 ans, Marianne Pêche et Anita Luchessa, font du stop sur la route qui va de Berkeley à l'université de Stanford. Kemper va déployer tous ses talents pour les faire monter dans sa voiture. Pêche ne voulait pas monter. L'autre fille, Anita Luchessa, elle, n'avait aucune expérience de l'autostop. Qui monte à l'avant, qui monte à l'arrière. Elle a ouvert la porte et m'a demandé si j'étais OK. Elle m'a dit Stanford. J'ai répondu, je vais à Palo Alto, je peux vous déposer. Super! Elle a ouvert la porte, elle a rabattu le siège avant pour que son amie monte à l'arrière, mais l'autre se méfiait, elle ne cessait de me fixer avec un air très sérieux. Elle savait qu'elle ne voulait pas monter, tout était réuni. Un homme seul, dans une voiture coupée, et non pas une 4 portes, sans autre moyen pour sortir que de passer par la portière avant. Elle n'aurait pas dû monter dans cette situation, toutes les mauvaises conditions étaient réunies. Mais comme j'ai regardé ma montre quand je suis arrivé, ai-je vraiment le temps de les emmener? Elle a fini par se dire, ce type n'est vraiment pas dangereux. Et elle est montée.
Mickey Alufi est l'un des policiers enquêteurs de Santa Cruz qui plus tard arrêteront Kemper. Quand il prenait des autostoppeuses, elles montaient par la portière passager et il leur disait « Je pense que la portière est mal fermée ». Il rouvrait la portière et la claquait de nouveau. Mais le type de voiture qu'il avait possédait un système de verrouillage sous la poignée. Et quand il fermait la porte, il bloquait le loquet et personne ne pouvait alors plus sortir par cette portière. Elle ne pouvait plus actionner la poignée. Et quand c'était fait, il me disait « Maintenant, elles m'appartiennent ». Kemper tuera les 2 étudiantes à coups de couteau avant de les décapiter et de se débarrasser des corps qu'il enterre dans les collines qui surplombent Santa Cruz, non sans avoir violé les corps auparavant. Oui, il se peut qu'avec ce type d'explication où il agresse des jeunes femmes qu'il a pris en stop parce qu'elles représentent la middle class américaine, les étudiantes plutôt bien des USA, venant du campus, au travail de sa mère, il se peut que c'est une représentation de vengeance maternelle importante. Mais je crois que derrière ça, il y a autre chose aussi. Ed Kemper, depuis longtemps déjà, a nourri, a fantasmé sur l'idée d'agresser des jeunes femmes, parce qu'il était un peu un échec sentimental, un échec relationnel par rapport aux femmes en général. Là aussi, se sentait en quelque sorte rejeté, et il a développé cette idée donc de les forcer, de les agresser et de les tuer, et ça a pris une valeur mentale, morale et érotique importante pour lui. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qui est très importante et qui l'a poussé à récidiver. Et le fait qu'il se soit habitué à prendre des gens en stop, qu'il ait en quelque sorte rodé une technique, rodé en mode opératoire, qu'il a banalisé avec des conduites très sophistiquées où pour les mettre en confiance, il ne s'arrêtait pas tout de suite, il regardait sa montre pour leur faire croire qu'il était pressé, mais que finalement il voulait bien les prendre. Et donc, tout ça montre que derrière, il y a aussi cette dimension de recherche de victimes, d'appât et de recherche de comportements sexuels extrêmes et sadiques, en plus de l'élément de vengeance par rapport à sa mère. Entre mai 72 et février 73, Kemper va rouler et rouler encore entre les villes de Santa Cruz et San Francisco. Il tuera 4 autres étudiantes selon le même mode opératoire. Il les prend toutes en autostop, les décapite une fois assassinées et viole les corps. Puis, il les démembre et les disperse dans la nature afin de déjouer la police. Kemper, il a, dans sa méthode, réfléchi à retarder les moyens d'identification et d'affiner sa méthode par le démembrement, la tête, les bras, les mains, voire les dents, et voire même, lorsqu'il a utilisé une arme à feu, d'aller extraire de la tête de ses victimes la balle pour éviter d'être identifié et de faciliter le travail des enquêteurs dans les rapprochements. À cette même époque, et alors qu'il commet ses crimes à répétition, Kemper, qui est toujours en liberté surveillée, doit passer des tests psychologiques de probation. Il les franchit sans aucune difficulté. Son casier judiciaire est effacé le 29 novembre 1972. Dans le même temps, il continue de fréquenter le jury room et ses amis policiers, ce qui lui permet de savoir où en est l'enquête. En l'espace de 6 mois, Kemper a tué 6 autostoppeuses. Son mode opératoire est très bien rodé et rien ne semble pouvoir désormais l'arrêter. Pourtant, un mois plus tard, il met un terme à cette série de meurtres, décidant d'épargner les 2 nouvelles jeunes filles qu'il prend à bord de sa voiture. À la fin, quand j'ai pris ces 2 autostoppeuses, elles ressemblaient aux 2 premières, Marianne Pêche et Anita Luchessa, qui travaillaient à l'époque au Mills College. Et voilà ces 2 nouvelles filles de plus qui montent dans ma voiture. Nous avons remonté la 14e et nous sommes arrivés à la hauteur d'un grand échangeur routier avec la 580. Elles voulaient passer sous l'autoroute, faire demi-tour et reprendre l'autoroute dans cette direction-là. Et en prenant cette direction, je savais ce qui était arrivé quelques mois plus tôt sur la route de Pamela. J'avais tué Anita Luchessa et Marianne Pêche.
Le Mills College est dans cette direction en centre-ville. Elle n'était pas d'accord. Elle voulait aller dans cette direction-là. Je me suis dit, ne prends pas cette direction, et je ne peux pas leur dire pourquoi. Vous ne devriez pas prendre ce chemin. Le Mills College est par là. Non, nous savons où c'est par là que nous voulons aller. À ce moment-là, en approchant de l'embranchement, je leur dis non, nous devons nous mettre à droite, prendre l'autoroute et la direction du centre-ville. Et vous voulez prendre à gauche et vous approcher ainsi de votre propre mort. Parce que même si je prenais une autre route que celle de Pamela, au-dessus de la 580, même si je faisais demi-tour pour reprendre l'autoroute, il y avait un endroit là-bas, un cul-de-sac, une rue très calme qu'on pouvait rejoindre très vite, et là, elles étaient mortes. Il était urgent de ne pas y aller. Et si j'avais pris ce chemin, cela ne m'aurait pas encouragé à arrêter. Il n'aurait plus été question que je me teste. Mes armes étaient dans ma voiture quand elles sont montées. C'était exactement la même situation qu'avec les deux premières. J'étais terrifié à l'idée de les tuer. À ce moment-là, j'avais tué les autres étudiantes. C'était 2 mois après les 2 dernières. Et je voulais savoir si je pouvais résister, comme on arrête de boire ou de fumer. Elles étaient pétrifiées. Oh mon Dieu, nous n'aurions pas dû monter dans la voiture de ce type. Je leur ai répondu, restez calme, tout va bien, si je me trompe, je vous le promets, on fera demi-tour et on prendra alors la route que vous vouliez emprunter. Et je savais qu'après la prochaine sortie, on accédait directement au centre-ville. Croyez-moi, s'il vous plaît. Elles étaient transies, elles ne pouvaient plus bouger ni parler, leur visage était pétrifié. Je me suis dit, merde. Mes armes étaient sous mon siège, vous savez. J'ai rejoint l'autoroute et 2 sorties plus tard, j'étais au Mills College. Mais elles n'étaient pas plus rassurées. Elles refusaient de prendre un chemin qu'elles ne connaissaient pas. Ça les terrorisait. Mais elles ne savaient pas que si j'avais accepté de prendre leur route, j'aurais probablement dit OK et j'aurais tué une fois de plus. J'aurais supprimé 2 vies supplémentaires. Je ne connaissais pas ces 2 jeunes femmes, je ne sais pas où elles en sont aujourd'hui. Elles ne se souviennent probablement pas de cet incident. Je les ai emmenées jusqu'au Mills College, à l'intérieur du Mills College, jusqu'à l'entrée du collège, exactement au pied de l'immeuble. Et elles sont sorties de la voiture et elles se sont engouffrées dans le bâtiment sans se retourner. Et elles ont dû refaire de l'autostop. Mais vous savez quoi? Je pense qu'elles ne se sont jamais doutées jusqu'à aujourd'hui de ce qui aurait pu leur arriver. Kemper a donc rompu son rituel. Tuer des autostoppeuses ne lui suffit plus. Il met cette fois un nom et un visage sur son besoin viscéral de meurtre. Depuis ce dimanche-là jusqu'au samedi d'après, pendant toute la semaine, je n'ai cessé de me répéter « Ma mère va mourir, je vais la tuer ». Le vendredi suivant, je suis rentré à Santa Cruz dans l'après-midi. J'ai bu jusque tard dans la soirée. Je me suis endormi jusqu'à ce que ma mère arrive et nous avons échangé nos derniers mots, sans nous disputer. Je suis allé la voir dans sa chambre pour parler avec elle. Je ne suis pas en train de me donner des excuses pour le meurtre. Je dis juste qu'il suffisait qu'elle me dise quelque chose, qu'elle me dise les bons mots pour arrêter toute cette merde. Le petit enfant que j'étais a ressurgi dans ma tête. Il fallait juste qu'elle me dise quelque chose et je stoppais tout. Je me souviens qu'elle lisait un livre, qu'elle l'a reposé et qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu ne vas pas rester toute la nuit à me parler ». D'habitude, dans les mêmes circonstances que cette nuit-là, j'aurais répondu « Non » et je serais parti. Elle aurait su qu'elle m'avait vexé et le lendemain, nous nous serions reparlé. Mais là, je savais que nous n'allions pas reparler. Je suis reparti dans ma chambre, je savais que je n'allais pas dormir, je me suis allongé 3 ou 4 heures. Il devait être environ 5 heures du matin quand je suis revenu avec un marteau. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Alors ce que fait Kemper sur sa mère, c'est évidemment tout à fait extrême. C'est un matricide, mais pas un matricide comme on le voit couramment, où en général les gens, quand ils tuent leurs parents, les tuent de façon plus normale, je dirais, où il n'y a jamais cette connotation sexuelle, il y a rarement des altérations sur le corps des victimes, et il n'y a surtout pas de décapitation. Donc on sent chez Ed Kemper le cumul et l'énorme expérience qu'il a avant ce matricide de l'agression, de ses fantasmes sadiques avec démembrement, décapitation, de la haine extrêmement ancienne remontant à ses plus jeunes années contre sa mère, et du désir d'élimination totale de sa mère
avec cette conduite tout à fait étonnante et peut-être unique de viol du cadavre de sa mère démembré, donc après avoir lui donné la mort. Donc on sent bien qu'il y a le cumul de ce désir de vengeance extrême sur la mère, mais aussi tout ce passé d'érotisme sadique qui est là, et ce désir d'agression érotique aussi du cadavre de sa mère pour mieux l'anéantir en quelque sorte. Après avoir tué sa mère, Kemper assassine la meilleure amie de cette dernière qui travaille comme elle à l'université de Santa Cruz. Puis il décide de quitter la ville.